Affaire Bukengalonzo Matata Ponyo devra se retrouver une fois de plus devant la Cour constitutionnelle. Ce jeudi, la Cour de cassation s'est déclarée incompétente quant à l'interprétation de deux assertions, Premier ministre en fonction et Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions. Adaptation des textes de loi aux exigences du marché commun, la libre circulation des personnes et de leurs biens et l'inauguration de la route périphérique d'Arusha pour la connectivité et l'intégration des pays membres de l'EAC sont les points essentiels qui ont marqué la clôture du 22e sommet sur le libre-échange tenu en Tanzanie. Campagne de contrôle de conformité de ces établissements. Conjointement, les ministres des hydrocarbures et de l'urbanisme et habitat ont lancé pour lutter contre les servitudes et la prolifération des stations-service à travers la République. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Cour de cassation a ordonné la surséance dans le dossier Bukengalonzo et a envoyé une fois de plus le dossier devant la Cour constitutionnelle qui s'était déjà déclarée incompétente de reconnaître les actes posés par un ancien Premier ministre. C'est ce qui ressort de l'audience qui a eu lieu aujourd'hui. C'est un véritable ping-pong auquel on assiste dans les dossiers Bukengalonzo au niveau des instances judiciaires entre les hautes cours juridictionnelles du pays, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Le nœud du problème réside au niveau des déclinatoires des compétences qui, de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation, devraient juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. La Cour de cassation, chambre réunie statuant avant dire droit, en matière répressive en premier et dernier ressort, décide de surseoir à statuer dans le dossier Matata Ponyo et consorts et renvoie la cause devant la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 162 de la Constitution. L'incise à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou dont l'exercice de leurs fonctions serait la pomme des discordes des hauts magistrats. Pour la défense de Matata Ponyo, nulle part elle a soulevé la question de l'interprétation de l'article 162, mais elle dit être confiante. Nous n'avons jamais demandé l'interprétation de l'article 162. Bon, comme elle a décidé ainsi, que là est d'où nous venons. Mais et tous les Congolais comprennent que ce qui gêne le pouvoir en place aujourd'hui, c'est la candidature déclarée du Premier ministre Matata Ponyo. Pour certains juristes contactés, en vertu de l'article 54 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation n'a pas qualité à saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation d'une quelconque disposition, sauf pour les cas d'inconstitutionnalité. Clôture du 22e sommet de l'EAC, le chef du gouvernement congolais ensemble avec les chefs d'État et des gouvernements ont inauguré la route périphérique d'Arusha, ville située au nord de la Tanzanie et frontalière au Kenya, construite pour la connectivité et l'intégration des pays membres de cette communauté. D'une longueur de 42,4 km, cette route est la première phase du vaste projet d'intégration des pays membres de l'EAC par voie de transport terrestre. Cette route devra déboucher jusqu'au port de Mombasa au Kenya, faisant bénéficier aux autres pays membres de l'EAC qui importent par le port de Mombasa. La coupure du ruban symbolique se fait conjointement par le Premier ministre Samalou Kondé et les autres hautes personnalités, à savoir les présidents des pays membres présents et les représentants des chefs d'État. Uhuru Kenyatta, président en exercice, a remercié les partenaires financiers, notamment la Banque africaine de développement et la coopération japonaise à travers JICA pour leur contribution dans la réalisation de cette infrastructure destinée, selon ses propres mots, à favoriser le transport des biens et des personnes et de lutter contre la pauvreté. Sur le projet du marché commun de l'EAC, où tous les chefs d'État et des gouvernements ont plaidé pour la promotion de la libre circulation des biens et des personnes au sein de cette communauté afin de développer le commerce de la zone. Dans l'actualité également, il s'est tenu ce vendredi à Kinshasa le Conseil des ministres de la 21e session des conférences des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC en prévision du 21e sommet de cette organisation prévu le 25 juillet. La situation politique et sécuritaire dans la région a été largement évoquée lors de ce Conseil de ministres. Au total, 11 000
8 points étaient inscrits à l'ordre du jour du Conseil de ministres de la 21e session de la conférence de chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Prenant la parole en premier, le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade, a circonscrit le bien fondé de la tenue de ce conseil. De son côté, le président du Conseil de ministres de la CEAC, le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Mukanzu, a martelé sans embâche que cette réunion se tient dans un environnement sécuritaire préoccupant, principalement en RDC. Ce pays est agressé par un voisin, aussi membre de la CEAC. Maître Mazenga a interpellé les participants à travailler durement pour la consolidation des objectifs que le père fondateur de la CEAC s'était assigné, notamment l'intégration économique, le bon voisinage et les bien-être de peuple, avant de souligner qu'on ne crée pas une communauté pour se faire la guerre. Profitons de cette occasion de l'ouverture du Conseil de ministres de la CEAC pour saluer le leadership du président en exercice de la CEAC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a accepté de convoquer ce sommet ordinaire. Créée en 1983, la CEAC regroupe 10 pays membres. Et puis le gouvernement congolais s'engage à mettre fin à la construction anarchique sur les servitudes et la prolifération des stations-service à travers toute l'étendue du territoire national. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, et son collègue des hydrocarbures, Didier Boudimbo, ont annoncé ce vendredi le lancement de la campagne de contrôle de conformité de ces établissements. Le gouvernement décide de stopper la prolifération des stations-service à travers toute l'étendue du territoire national. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou Mbayou, et son collègue des hydrocarbures, Didier Boudimbo, ont donné suite aux dernières interpellations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la 62e réunion du Conseil des ministres du 15 juillet dernier sur la recrudescence des stations-service dans les centres urbains. Nous devons tenir maintenant le taureau par les cornes. Nous ne pouvons plus accepter que les gens continuent à se comporter de cette manière-là. Nul n'est censé ignorer la loi. Il y a les lois, il y a les règles qui existent et il y a un certain nombre de préalables qui existent avant de construire une station-service. Mais de la manière dont ça pousse, et dans la ville de Kinshasa, et à l'intérieur du pays, la situation devient de plus en plus inquiétante. Donc nous sommes déterminés, mon collègue et moi, et d'autres collègues sectoriels, à mettre fin à cette anarchie parce que le président de la République est en train de nous regarder et nous a instruits pour que ça puisse s'arrêter. Une descente des experts de ces ministères sectoriels est prévue lundi pour visiter quelques stations-service qui s'illustrent par le non-respect de la distance minimale entre deux stations et le non-respect des servitudes. Ouverture de l'atelier de vulgarisation de la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi de finances 2023. Ces assises organisées par le ministère du Budget permettront aux participants de mieux comprendre les innovations contenues dans la circulaire budgétaire. Premier à prendre la parole devant les participants à ces travaux, le secrétaire général au budget a indiqué que cet atelier de vulgarisation permettra à tous les acteurs au processus budgétaire d'avoir la même compréhension et la même interprétation des directives contenues dans la circulaire budgétaire. Prenant la parole au nom du ministre d'État empêché, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana, s'est apaisanti sur le contexte dans lequel s'élabore le budget de l'exercice 2023. Le premier contexte, nous élaborons ce budget pendant que nous avons la guerre de l'Ukraine. Deuxième contexte, c'est l'état de siège à l'est du pays. Troisième contexte, c'est la pandémie à Covid-19. Quatrième contexte, troisième revue avec les fonds monétaires internationaux. Vous devez vous mettre, chaque secteur s'aligner au niveau des unités budgétaires sectorielles pour une bonne préparation des prévisions budgétaires.
Il faut noter que la circulaire budgétaire qui fera l'objet de la vulgarisation au cours de ces assises est le point de départ du cycle de préparation annuelle du budget de l'État suivant l'esprit de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Le fédéralisme, le régionalisme ou la décentralisation fiscale, c'est l'un des thèmes des modules du colloque formation sur la décentralisation fiscale en République démocratique du Congo, ouvert ce vendredi par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Travaux de 2 jours organisés par le cabinet Maving en collaboration avec le Tax Institute, plateforme Afrique centrale de l'Université de Liège. Ce renforcement des capacités vise à élever les niveaux des décideurs politico-administratifs sur différentes thématiques liées à la décentralisation fiscale afin de résoudre les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre et booster l'économie congolaise. Ayant une expérience avérée dans la formation dans ce domaine, Enabel, agence belge de développement, a jugé utile de financer ce colloque organisé par le cabinet Mavinga Declercq et partenaires. Et quand on parle de décentralisation et de responsabilité des entités territoriales décentralisées, il faut également les moyens. Et un des moyens, c'est bien la décentralisation fiscale, c'est-à-dire ces entités doivent collecter différentes formes de taxes et d'impôts. Pour améliorer la qualité des services publics, il est important que et les recettes et les dépenses soient gérées au plus près des citoyens. Cette activité ouvre donc une série de sessions à travers le pays, précise Yann Bogart de l'Université de Liège. Former des personnes ici à Kinshasa et ultérieurement aussi dans d'autres parties du pays. De son côté, Godempoï, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, revient sur l'importance de ce premier atelier du genre. Nous avons besoin d'une fiscalité développementaliste. Nous avons estimé qu'il fallait tenir cet atelier de manière à cogiter sur la bonne fiscalité qui va nous permettre de booster les finances publiques de notre ville. Ces colloques formation connaissent la participation des régies financières nationales et provinciales, les scientifiques, le personnel judiciaire ainsi que de la société civile. 100 jours de Kamba Ibwacha à la tête de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. La presse avec à sa tête le président de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a été convié à cet événement ce vendredi. Après une remise symbolique des cartes biométriques aux étudiants, le nouveau recteur a décliné sa vision pour un institut élitiste. En classique, noir et rouge, le président de la presse de Kinshasa a passé son midi à l'une des principales sources de production des journalistes à Kinshasa, l'IFASIC. Jean-Marie Kassamba ainsi qu'un échantillon des journalistes de la capitale étaient les invités du recteur de cet établissement depuis 100 jours déjà. Période durant laquelle le nouveau patron milite durement pour imprimer sa nouvelle politique visant à faire davantage de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication un établissement élitiste. À l'IFASIC, il n'y a pas de tension sociale. Il y a un semblant de tension sociale. Je vous ai dit, quand une personne arrive pour la première fois, je parlais de coq, il est becqueté pour la première fois. Mais avec le temps, on verra, avec le comportement de ce coq, s'il est capable de féconder toutes les poules. Un échange avec la presse qui a coïncidé avec les débuts de la distribution des cartes biométriques pour les étudiants. Quelques-uns présents sur le campus ont pu obtenir les leurs à cœur joie. On a débuté l'année, il y a déjà quelques mois passés. On n'avait pas eu la chance d'avoir cette carte parce que d'autres n'avaient pas encore soldé le frais, parce que l'opération n'était pas encore lancée. Mais aujourd'hui, je peux dire que tout celui qui est en ordre avec l'IFASIC est appelé réellement étudiant de l'IFASIC parce que nous avons maintenant une preuve authentique qui dit que nous sommes vraiment étudiants dans cet institut. En quelques jours seulement, le recteur Kamba Ibwacha a pu lancer des indicateurs de bonne gestion de cet important établissement. Les exemples vont de la ponctualité, la réforme sur le système LMD, une direction d'intendance et des efforts sont actuellement en train d'être faits pour des cadres de travail plus décents. Chantal Kanimbo, en sa qualité de présidente de Rotary Club Kinshasa, remis de brevet à une cinquantaine d'apprenants de la classe d'alphabétisation des jeunes et adultes. Ceci entre dans l'un des axes du mouvement Rotary qui vise le bien-être de l'humanité. Depuis 1995, le Rotary Club soutient la classe d'alphabétisation des jeunes
et adultes pour apprendre à lire et à écrire. L'année scolaire qui vient de s'achever, ils étaient 142 apprenants du professeur Crispin Badidi. De la centaine de ces apprenants, près d'une cinquantaine ont reçu ce vendredi des mains de la présidente du Rotary Club Kinshasa, Chantal Kanimbo, leur brevet afin de passer au niveau supérieur. Parmi ces alphabétisés, certains se sont présentés à l'examen d'État et ont obtenu des scores allant de 70 à 59%, ouvrant ainsi la voie royale aux études supérieures. C'est un engagement de notre club depuis 27 ans de financer en octroyant des objets classiques, en payant le professeur qui enseigne. Cette activité entre dans les 7 actes stratégiques du Rotary international. Et c'est la preuve de l'engagement que les Rotariens de ce club ont dans la vision du Rotary, qui est de poser des actions qui apportent des changements durables dans leur communauté. L'autre axe stratégique, à savoir la prévention et le traitement des maladies, a permis à Rotary International de mobiliser plusieurs centaines de millions de dollars pour financer la lutte contre la polio dans le monde grâce aux cotisations et donations de plus d'1 million de Rotariens dans le monde. Et puis le vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana s'engage à honorer la mémoire et le combat politique de Jean-Didier Bolikango, l'un des pionniers de l'indépendance du pays, un ouvrage bien étoffé en préparatif lui sera dédié. 40 ans après sa disparition, la mémoire et le parcours et le jeu de l'ancien vice-ministre du Congo indépendant, Jean-Didier Bolikango, sera honoré dans un ouvrage. Une initiative du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, qui de par sa nature humaniste, veut retracer par un ouvrage riche en matière l'histoire de celui qui aura consacré toute sa vie au service du pays à travers le Parti de l'Unité nationale, PUNA en sigle. En prélude de travaux, le leader actuel du Parti de l'Unité nationale a réuni en son siège l'équipe rédactionnelle du dit ouvrage, composée notamment de professeurs d'université et d'autres chercheurs. Mais j'ai trouvé pendant le mandat en tant que numéro 1 des partis de l'Unité nationale, PUNA en sigle, que la mémoire de Bolikango comme pionnier de l'indépendance, son nom est dans l'oubliette. Raison pour laquelle j'ai décidé de réunir la crème intellectuelle de ce pays dans tous les domaines, afin que nous puissions sortir l'ouvrage « Ce que Bolikango a été pour cette République démocratique du Congo ». Donc tous ces éléments réunis, on doit faire un ouvrage pour réhabiliter sa mémoire et aussi propulser les partis de l'unité nationale. La création du Parti de l'Unité nationale qui soutient le chef de l'État Félix Tshisekedi sera également mise en relief dans cet ouvrage comme une encyclopédie pour les générations futures. Direction les provinces de la République démocratique du Congo, les activités d'importation et d'exportation des marchandises au poste frontalier de Kasindi ont repris ce jeudi. C'est depuis le 7 juillet dernier qu'elles avaient été interrompues suite à l'insécurité. C'est un convoi de plus de 50 camions transportant des marchandises qui ont été convoyés de Beni jusqu'à Kasindi. Cela marque désormais la levée de la grève des opérateurs économiques déclenchée pour dénoncer l'insécurité sur cet axe routier. Ce sont les forces armées de la RDC FARDC et celles de l'Ouganda UPDF qui vont sécuriser ces camions. À Kasindi, les conseillers principaux du gouverneur militaire du Nord Kivu, Maître David Kamua, en charge des finances, et le général de brigade Dani Yamba, en charge de l'administration du territoire, accompagné du président de la FEC Beni et quelques autorités locales qui ont réuni les agents œuvrant à la douane de Kasindi pour leur transmettre le message de la reprise des services. Nous avons été envoyés par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima. Et aujourd'hui, à l'étape de Kasindi, c'était pour nous rassurer de l'effectivité de la reprise de ces activités, puisque nous sommes venus en escortant plus de 50 véhicules qui vont à l'exportation. Et nous allons rentrer avec des véhicules qui ont importé des marchandises. Le président de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane d'Elias Matata Tsongo, qui faisait partie de cette délégation, a salué la reprise des activités au poste frontalier de Kasindi. Les usagers de ce tronçon routier Beni Kasindi ont également salué la reprise des activités au poste frontalier de Kasindi, car il y avait déjà une flambée des prix sur le marché.
Et à l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a lancé les travaux de curage du grand collecteur d'eau Bolia pour lutter contre les inondations dans la ville de Mbandaka. Suivez. L'écurage de ces grands collecteurs d'eau, Boloya est un ouf de soulagement pour les habitants des quartiers Mbandaka 3, Mbandaka 2, Braliman, Bisengo, Bokotola, les petites villes. Exposés aux inondations pendant la saison des pluies. Une fois ces travaux achevés, ces grands collecteurs vont rassembler toutes les eaux issues des pluies diluviennes vers la seule direction, celle du fleuve Congo. Ainsi donc, la population sera épargnée des inondations récurrentes. Et en séjour à Kolwezi, le ministre des ITP Alexis Guizaro a visité différents chantiers initiés par l'exécutif provincial. C'était en présence de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saïni. En mission d'inspection sur la mise en œuvre de la politique du président de la République dans la province du Lualaba, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics est arrivé à l'hôtel du gouvernement provincial le jeudi 21 juillet 2022. Alexis Guizaro Mouvouni a été reçu en audience par la gouverneure intérimaire. Après échange, Marie-Thérèse Masuka Saïni a ensuite convié son hôte dans la salle de conférence pour la projection vidéo des réalisations infrastructurelles du gouvernement provincial sous les explications du ministre en charge de ce secteur au Lualaba. C'était ensuite l'occasion pour la gouverneure AI de conduire la délégation de son hôte sur différents chantiers ouverts par elle dans la ville de Kolwezi et ses environs. En premier lieu, c'était le site de construction de la salle village de congrès, la salle de spectacle et la résidence officielle du président de la République, non loin du gouvernorat. Le ministre d'État en charge des ITP n'a pas caché sa fierté de voir la volonté politique de Félix Tshisekedi Tshilombo se concrétiser avec cette ampleur. Il était important pour nous de pouvoir joindre effectivement l'image à la réalité. Et c'est ce que nous venons de faire en compagnie de Madame la gouverneure. Nous avons eu l'occasion de visiter la résidence du chef où pratiquement nous avons pu nous rendre compte que les choses sont achevées. Nous sommes quasi dans la finition. Et là, nous apprécions la vision parce que, comme je l'ai dit à Madame la gouverneure, il faut que plus tard, que Indaba puisse être déménagé et qu'on ait également notre Indaba au Congo et au Lualaba. L'Alliance pour la bonne gouvernance continue d'entretenir sa base à Tchangou. Son autorité morale, Jonathan Bialoussou-Kawata, rencontre des centaines de mamans catholiques à Massina ces dernières semaines, à chaque fois avec la même chaleur. Cette semaine, l'élu de cette circonscription était avec celle de Sankibuka et de Banabankinto. À Tchangou, tous les jours qui passent, l'Alliance pour la bonne gouvernance et Jonathan Bialoussou-Kawata font battre les cœurs. Sur invitation de mamans catholiques des paroisses Sankibuka et Banabakitu de Massina, l'élu de Tchangou, toujours égal à lui-même, a été reçu par plus ou moins 800 mamans catholiques qui ont tenu à lui renouveler leur soutien et fidélité. Après une prière de ses mamans légionnaires, Jonathan Bialoussou-Kawata, qui les a remerciés, n'a pas manqué de les gratifier avec des pagnes à l'effigie de Maman Maria, la mère de Jésus. La joie était à son comble et la communion était totale. Le leader de Tchangou, qui ne veut rien lâcher dans son coin de la capitale, continue de boucher et ratisser large pour l'Alliance pour la bonne gouvernance et le président de la République, Félix Tshisekedi. Tchangou eza Jonathan. C'est le seul mois na Tchangou aza na parti politique. Ope ba mama na batata na lingi na kosi. Olinganga mingi ne? Olinganga mingi ne? Ces contacts avec les mamans catholiques vont continuer dans toutes les paroisses de Tchangou et va se clôturer par une journée d'adoration au terrain municipal de Massina. La région de Grand Lac, dynamique des conflits et systèmes de sécurité collective, nouvel ouvrage écrit par le professeur Némi Mulani en collaboration avec le Centre d'études et des consultations stratégiques sur la région des Grands Lacs. Son vernissage a eu lieu ce vendredi au fleuve Congo Hotel en présence de plusieurs invités de marque.
C'est un livre qui tombe à point nommé en cette circonstance de nouvelle guerre d'agression contre la RDC par l'un de ses voisins, et ceci sous le silence de la communauté internationale qui semble ne pas prendre cette situation à sa gravité, y compris des organisations régionales moins actives dans la recherche des solutions. Problème, il y en a et il y en aura toujours. Mais en même temps, juste aux côtés de ces problèmes, des solutions existent souvent. Région des Grands Lacs, dynamique des conflits et système de sécurité collective, ouvrage du dernier directeur de cabinet du président de la République, Joseph Kabila, Nemui Milania a été porté sur les fonds baptismaux par Célestin Gouyandila Malengana, professeur de droit international et spécialiste des traités des frontières. Une nouvelle guerre ne se justifierait pas. Donc je crois que lorsque le professeur a choisi de prendre son plume pour écrire sur la dynamique des conflits et les systèmes de sécurité collective, c'est qu'il veut encore susciter, surtout interpeller, non seulement les scientifiques qui peuvent toujours continuer à écrire parce que c'est un sujet très très vaste et complexe, mais aussi interpeller quand même les acteurs politiques qui dirigent la région de Grands Lacs. Pour Nemui Milania Wilonja, tout porte à croire que divers intérêts des puissances ont eu raison de la volonté politique initiale des leaders et peuples de la région, tendant à faire de cet espace un oasis de paix et de prospérité légalement partagée. Et puis la jeunesse katongaise a organisé une journée de réflexion sur les résolutions du forum sur l'unité et la réconciliation katongaise. L'objectif était de consolider les liens entre filles et fils de cet espace. Week-end de réflexion et projection entre jeunes katongais au centre pastoral de l'archidiocèse de Lubumbashi. Il s'agit de jeunes du comité de suivi des résolutions du Forum sur la réconciliation et l'unité katongaise. La structure que nous mettons avec vous en place, c'est ces gendarmes qui veillera à ce que le Katanga puisse reconquérir sa place d'antan et jouer correctement son rôle sur l'échiquier national. Cette union de jeunes vient renforcer la cohésion sociale. Et donc aujourd'hui, nous sommes retrouvés pour faire un état des lieux sur les activités que nous avions commencées depuis un certain temps et voir le planning de travail, comment organiser la jeunesse katangaise d'une manière générale. Et c'est la raison qui nous a réunis aujourd'hui. À ce jour, on ne sait pas répondre que nous avons un projet déjà bien établi, mais nous avons des ébauches, des activités que nous planifions dans les jours à venir pour voir comment consolider notre fraternité en tant que Katangais. À cette occasion, un comité provisoire a été installé avec à sa tête Eric Kaloko-Ngwewa et 3 vice-présidents, une représentation des 4 provinces issues du Grand Katanga. Et pour terminer, face aux allégations jugées mensongères de l'Église du Christ au Congo lors de sa dernière communication à la presse, la communauté du Saint-Esprit en Afrique présente sa version de fait. Le pasteur Baudouin Bakimouna, secrétaire administratif de cette communauté, était devant la presse. Sans l'accord des membres effectifs statutaires et en leur absence, le révérend Mouloki va organiser à l'OOSI un conseil général extraordinaire de réconciliation avec les exclus, c'était en 2018. Un des membres exclus fut proclamé représentant légal avec le soutien de l'Église de Christ au Congo présent à ces assises. Ces irrégularités ont été dénoncées par les membres effectifs réels auprès du ministère de tutelle. Le vice-premier ministre chargé de la justice va s'adresser au représentant légal de l'Église du Christ au Congo en ces termes. Je vous invite à s'asseoir à l'exécution de toutes les décisions. Une assemblée générale de la communauté du Saint-Esprit en Afrique va donc se tenir en 2019 et elle va annoncer son retrait de l'Église du Christ au Congo. La donation faite aux enfants Zimbi de ce terrain par la communauté du Saint-Esprit en Afrique émane également de cette assemblée générale. Toutes ces décisions furent publiées au journal officiel. L'Église de Christ au Congo va se pulmoner à la garder en son sein et pour se dire propriétaire de son patrimoine. Le nom de l'Église de Christ au Congo, qui figure sur le certificat, est immédiatement suivi du nom Communauté du Saint-Esprit en Afrique. Pensez-vous
que les certificats d'enregistrement des biens ou du patrimoine de l'Église de Christ au Congo comportent le nom de la communauté de Saint-Esprit en Afrique. La communauté de Saint-Esprit en Afrique attend donc sereinement la décision des cours et tribunaux. Prenons à présent le rappel des principaux titres. Affaire Boukenga-Lonzo, Matata Ponyo devra se retrouver une fois de plus devant la Cour constitutionnelle. Ce vendredi, la Cour de cassation s'est déclarée incompétente quant à l'interprétation de deux assertions, Premier ministre en fonction et Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions. Adaptation des textes de loi aux exigences du marché commun, la libre circulation des personnes et de leurs biens et l'inauguration de la route périphérique d'Arusha pour la connectivité et l'intégration des pays membres de l'EEAC sont les points essentiels qui ont marqué la clôture du 22e sommet sur le libre-échange tenu en Tanzanie. Et puis la campagne de contrôle de conformité des établissements. Conjointement, le ministre des Hydrocarbures et de l'Urbanisme et Habitat veulent lutter contre les servitudes et la prolifération des stations-service à travers la République. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rejoignez-nous dans Banamboka Congo sur YouTube pour plus d'informations. L'actualité reste à continuer.